Merci de votre fidélité à la chronique de Patrick Lokala. Je suis très heureux de vous savoir nombreux à nous suivre, à liker, à partager nos contenus. Ça nous encourage à faire le boulot comme vous le souhaitez très bien. Chose promise, chose est due. Nous allons aujourd'hui recevoir l'honorable Mike Mukeba Nkosso, l'élu provincial de Kinshasa. Il est toujours le gardien du temple de Lingwala. C'est avec lui qu'on va aborder la problématique des mises en place dans les établissements et entreprises publiques de l'État, savoir s'il y a eu méritocratie ou il y a eu favoritisme. Que faut-il attendre de cette nouvelle nomination? Toutes ces questions trouveront des réponses tout au long de cette émission. Mais on va s'attarder beaucoup plus sur le secteur médiatique. Vous le savez, depuis quelques années, le CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication, n'a jamais été renouvelé malgré le fait que les animateurs étaient au terme de leur mandat. Et oui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a pris une ordonnance et nommant le nouveau membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Nous allons savoir ce que cette institution d'appui à la démocratie représente après ces nouvelles nominations. Voilà. Et puis, on va parler dossier émolument de l'honorable Mike Mukeba Nkosso. Vous avez observé il y a quelques jours une grosse polémique sur les réseaux sociaux sur des lettres de part et d'autre du camp Mukeba, tout comme du camp Godempoï. Encore une fois, nous allons poser la question à l'honorable Mike Mukeba pour qu'il nous dise à quel niveau se trouve le dossier au niveau de l'APK, Assemblée provinciale de Kinshasa, et aussi au niveau de la justice après la confirmation de sa plainte. Et puis, la force régionale qui est déjà en République démocratique du Congo. Et oui, le commandant qui va coordonner les opérations a dit qu'ils vont prioriser l'approche ou le processus politique et diplomatique. Est-ce qu'une armée étrangère dans un pays qui n'est pas le sien peut se prévaloir, prétendre prioriser les options politiques et diplomatiques au lieu de faire la guerre comme on nous l'a fait croire il y a de cela quelques temps? Alors, sans plus tarder, il n'est plus à présenter. Lui, c'est l'honorable Mike Mukeba Nkosso, je le disais il y a un instant, qu'il est député provincial élu de la circonscription de Lingwala. Il siège à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, APK en sigle. Honorable Mike Mukeba Nkosso, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Dieu garde ses enfants, Dieu garde le Congo, comme j'ai l'habitude de le dire. Très bien, Dieu garde ses enfants, Dieu garde le Congo, cette belle phrase que j'aime beaucoup. Alors, honorable Mike Mukeba, on va commencer toujours par vous-même. On a observé la réplique de Godempoï à travers certains journalistes où on ne reconnaît pas tout ce que vous avez avancé comme fait et on dit que les choses ont été faites avec régularité. Oui, les gens le disent verbalement. Moi, je ne me contente pas de me défendre verbalement. Je présente des soubassements. Il existe bel et bien une lettre de Godempoï au gouverneur de la ville de Kinshasa demandant à celui-ci de me payer 9 mois d'émolument sur les 12 mois qui ont été retenus. Cette lettre existe. Mon collaborateur Jimmy Kalala l'a publié dans les réseaux sociaux. On va aussi la balancer. Ouais, je crois que les gens l'ont lu. Donc, si débat il doit y avoir, faisons ce débat autour de cette lettre. Cette lettre est bel et bien signée par Godempoï. Il a écrit au gouverneur ce qu'il y a eu une décision. La décision était de quelle instance de l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Du comité des sages. Et vous savez que le comité des sages ne peut pas prendre une résolution et que celle-ci devienne opposable si elle n'a été entérinée par l'Assemblée plénière. Tout ce que nous faisons à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, à quelque niveau que ce soit, de quelque commission que ce soit, ou du comité des sages, ne peut être revêtu d'opposabilité que si seulement la plénière l'entérine. Donc c'est bien clair que la décision du comité des sages a été entérinée. Parce qu'il cite le comité des sages dans sa lettre-là. Le comité des sages n'a pas de pouvoir de prendre une résolution et de l'opposer au président du bureau pour que celui-ci appose son contre-seing sur ces décisions. Non, elle doit passer
par la plénière. Donc, la résolution du comité des sages a été entérinée par la plénière et par la suite, Godin Poyi a écrit au gouverneur. Il a écrit, la lettre existe. Il a écrit. Il dit, payer à l'honorable Moukébaï 9 mois de monument sur le 12 qui avait été retenu. Ben, à l'époque, je vais citer un témoin encore en vie, qui était le président de la commission PAJ et qui, par la suite, est devenu ministre dans le gouvernement Ngobila. C'est Osé Badibanga, l'élu de l'UDPS de la commune de Bumbo. C'est lui qui avait mené ces discussions. Je n'étais pas du tout d'accord, je lui avais dit que je ne suis pas disposé à accepter une réhabilitation partielle de 9 mois. Parce que où la décision est légale, ou elle est légale. Et pas être légale ou illégale en partie. Non. Ah, il m'a dit, tu fais la concession, puisqu'il s'agit d'un compromis politique, tu acceptes. J'ai accepté. Et Godin Poyi en a tiré les conséquences de cette résolution du comité des sages entériné par le plénière pour écrire au gouverneur. Et nous sommes en 2020 par là. Et j'ai attendu. Et j'ai vu Godin Poyi, il m'a demandé d'aller voir le gouverneur. Il n'y a pas eu d'avancée avec le gouverneur. Je suis revenu à Godin Poyi. Il m'a demandé cette fois-là d'aller voir le ministre provincial des Finances qui m'a dit, pendant toute cette période, nous envoyons à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, au bureau, l'enveloppe globale pour 48 députés. Globale pour 48 députés provinciaux. Pas 48 Non, ça, ce sont les propos du ministre provincial des Finances, des propos qu'il a répétés au téléphone en présence de Godin Poyi. Après cela, je suis revenu voir Godin Poyi pour lui rapporter ce que le ministre provincial des Finances m'avait dit. Et séance tenante, j'ai appelé le ministre provincial des Finances qui a répété les mêmes propos, qui les a confirmés. Godin Poyi est pasteur homme de Dieu, qui se regarde en face de son Dieu. Lui, à l'époque, quand il s'est retrouvé dos au mur, puisqu'il n'avait pas d'argument à opposer au ministre provincial des Finances, il m'a proposé un arrangement. Il m'a dit, bon, ok, la ville nous doit de l'argent en termes d'arriérés, d'émoluments et autres, de fonctionnement, ainsi de suite. Bon, ok, nous allons nous engager dans un compromis, vous et moi. Nous attendons que ces arriérés commencent à tomber et alors nous allons ensemble établir un échelonnement, un calendrier pour que nous payions progressivement. J'ai fait la concession, j'ai accepté. Une commission a été mise en place pour cette question d'arriérés. Elle n'a pas évolué, il n'y a pas eu d'issue. Je suis revenu vers lui, donc il fallait trouver une autre solution. Elle n'est pas venue. J'ai saisi à nouveau les comités des sages. Le comité des sages a presque refusé de statuer sur la question, alléguant qu'il avait déjà tranché les litiges et qu'il ne pouvait pas revenir sur le même litige. J'ai dit, mais vous avez tranché, mais il ne m'a pas payé. J'ai la lettre que j'ai adressée au comité des sages. Et au passage, un des membres du comité de sages, je ne vais pas citer lequel, mais en tout cas qui siège au bureau du comité de sages, m'a dit que celui-là a même dit que tu peux aller porter cette affaire en justice, il s'en fout, tu ne paieras pas. Et au jour d'aujourd'hui, je suis devant la justice, la lettre, elle est là, sur le 9 mois. Alors, ce qui les met en difficulté, c'est que devant la justice, il ne pourra pas se défendre. Il y a une lettre signée de lui. Et pas seulement cette lettre-là, et encore une autre. Parce qu'avant que je ne saisisse à nouveau le comité des sages, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai instruit mon avocat qui a adressé une sommation à Godin Poyi pour qu'il me paye mes émoluments. Quelle était la réaction de Godin Poyi? Non, je te jure, ça c'est très grave ce qui se passe à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Cette assemblée n'est pas dirigée. Elle est dirigée, c'est qu'elle est dirigée en totale illégalité. Vous pouvez vous imaginer, Patrick Lokala, que mon avocat adresse une sommation à Godin Poyi. Plutôt que Godin Poyi de répondre à mon avocat, il instruit son directeur de cabinet adjoint d'accuser réception à sa place. Son directeur de cabinet qui n'a aucun pouvoir en la matière, aucun. Il n'est prévu nulle part dans le règlement intérieur qu'un membre du cabinet du président peut engager l'Assemblée provinciale de Kinshasa avec papier en tête, Assemblée provinciale de Kinshasa.
Tous ceux qui sont en train de pérorer, les machines à laver qu'il envoie là pour nettoyer le tout là. Hein? Il en a 2 machines à laver dans la ville ici. Et ce que j'admire, c'est que ces jeunes gens-là, je leur donne du boulot. Parce que chaque fois que moi je viens avec argument à l'appui pour revendiquer ceci ou cela, ils ont l'occasion d'avoir $200, $300 pour tuer. C'est formidable. Et comme ça, ils peuvent tout laver, ces machines à laver là. Alors, la lettre que le Dirkaba de Godin-Pouilly a adressée à mon avocat en réponse. Vous avez entendu quelqu'un me rencontrer sur ce moyen-là? Non, pas du tout. Vous avez entendu quelqu'un expliquer d'où le directeur de cabinet adjoint a tiré le pouvoir d'engager l'institution Assemblée provinciale de Kinshasa? Et il dit dans sa lettre que le président m'a instruit d'accuser réception. Godin-Pouilly l'a instruit. Voyez-vous la gravité de ces faits-là? Dans laquelle lettre, il dit plus loin, il ordonne au gouverneur de ne plus me payer. Un droit qui a été reconnu, établi. Godin-Pouilly a adressé une lettre en ce sens au gouverneur. Quelques temps plus tard, non, ce droit-là m'est retiré. Donc en fait, le tout dépend de caprice de lui-même s'est contredit. Opposer les deux lettres, oui, opposer les deux lettres, oui, oui. Il faut payer. Je n'ai pas de droit. Je n'ai pas de droit. Ouais. Ça dépend de la volonté de Godin-Pouilly. C'est lui qui décide quand il faut payer, bon. Et puis par la suite, il dit, par les biais de son directeur de cabinet adjoint, ne payez pas. Vous ne comprenez pas un peu ça? Que de contradictions. Vous comprenez? Au niveau je suis en procès, il y a des choses que je ne dirais pas. Je suis en train de me moquer de lui parce qu'en privé, je sais ce qu'il fait. Je sais ce qui s'est passé, qu'il a envoyé et tout ça. Je me moque de lui à mort. Je me moque de lui. Les dossiers qui évoluent au niveau de la justice? Il a évolué, mais je n'ai pas le droit de donner ces éléments d'évolution ici. Il s'agit d'une instruction qui est encore au stade préjudictionnel, donc je ne peux pas. Donc, mais je sais qu'il ne s'en sortira pas, parce que là, les faits sont clairs. La lettre établit sa responsabilité. Là, il a reconnu qu'il faille me payer mes émoluments. Mais alors, la conséquence à tirer, c'est que ce n'est pas 9 mois, c'est 12 mois. Ou la décision est légale, alors je n'ai droit à rien, ou la décision est illégale, et donc je pleinement droit aux 12 mois. Ce qui est très grave, la décision en elle-même qui m'a sanctionné les 12 mois. Attendez, vous pouvez chercher dans le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale, trouver quelque part où il est dit qu'un député peut faire l'objet d'une sanction de suspension de 12 mois aux travaux. Vous avez suivi les débats en France, il y a eu un député du Rassemblement national qui a été coupable de propos très graves, de propos racistes. Il a occupé de 2 semaines. 2 semaines seulement. De 2 semaines, non, 12 mois. Allez chercher la légalité de cette sanction dans le règlement intérieur. Ça n'existe pas, 12 mois. Non seulement 12 mois que je n'ai pas le droit de mettre mes pieds à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mais 12 mois de privation de cela. Quand vous privez quelqu'un de son salaire pendant 12 mois, c'est pour le tuer, détruire toute une famille. Le salaire, il est dit en droit, il a avant tout... Il révèle avant tout un caractère alimentaire. Alors, à demander, moi, aux 2 machines à laver, là, qui sont incapables de structurer une pensée, qui ne savent qu'aboyer quand on leur met un peu du savon dans la bouche, demandez-leur quelle est la légitimité, quelle est la légalité de cette décision. Mais je ne m'arrête pas là. Cette décision a été prise le 3 juin, pendant que les machines à laver là n'étaient pas là, je ne les connaissais même pas. Cette décision a été prise un certain 3 juin 2019. Remontons à l'origine de cette décision. Cette décision repose sur quoi? Sur une recommandation de l'Assemblée plénière. L'Assemblée plénière tenue le 31 mai 2019, laquelle l'Assemblée plénière a donné le pouvoir au bureau de se saisir d'un délit, si je peux l'appeler ainsi, qu'ils ont mis à ma charge d'outrage à l'Assemblée plénière. Et il y a une disposition que j'ai toujours trouvée arbitraire qui permet en ce moment-là donc de s'en remettre au bureau pour que le bureau lui-même statue un peu précis. Or que je conseille, même si cette disposition est arbitraire, qu'importe. Mais la plénière se tient le 31 mai. OK? Et j'ai encore frais en mémoire tous ces événements-là comme si c'était hier. La première, c'était un 31 mai. Ce 31 mai coïncidait avec un vendredi du mois. C'était le dernier jour du mois de mai 2019. La recommandation est faite à l'Assemblée. Mais vous savez ce qui se passe dans toutes les assemblées parlementaires. C'est ça, la pratique. Ça, personne ne déroge. Que ce qui est dit dans une plénière ne devient effectif, opposable au tiers qu'une fois coulé dans un procès verbal entériné par la plénière. Donc, cette décision qui est prise
le vendredi, devait attendre la prochaine plénière, cette recommandation, pour être adoptée dans le procès verbal. Non, non, la décision, la recommandation est faite le 31 mai, un vendredi, samedi, c'est le 1er juin, dimanche, c'est le 2 juin, le 3 juin, lundi, Godin Poyi prend la décision pour me suspendre de 12 mois et me priver de mes émoluments de 12 mois. En violation de En violation. Demandez aux machines à laver là. Hein, demandez aux machines à laver où est le procès verbal de cette assemblée plénière. Il ne m'a jamais remis ce procès verbal. Je crois que je n'ai pas la lettre, je vais la rechercher. Très bien. À l'époque, mon avocat a écrit pour demander les procès verbal. Allez-y les chercher même dans les annales. Vous ne les retrouvez pas dans les assemblées, dans les annales de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Alors, tout ce qu'il sait faire le mieux, c'est envoyer des jeunes gens qu'il est en train de dévoyer parce qu'il sait qu'il leur dit et à côté de la légalité. Bon, qu'importe, les machines à laver ont besoin du savon pour tourner. Quand on leur met du savon dans la mécanique, ils se mettent à tourner les savons à $200, à $100. C'est dommage. Il s'agit d'un débat sur la légalité d'une décision prise par le président du bureau de l'Assemblée provinciale. C'est un débat important puisque ce débat-là, demain, édifiera ceux qui nous succéderont. Il ne s'agit pas de venir raconter des histoires à la télévision. Ce que j'ai dit, moi, repose sur des sous-bassements. Ce qui m'est opposé, c'est comme ça, c'est du savon qu'on met dans la mécanique à laver les habits et la mécanique commence à tourner. J'ai toujours posé cette question, honorable Mike Moukebaye. À vous attendre parler, ça sent de l'acharnement du président, votre président de l'Assemblée provinciale contre vous. En dehors de J'en ai rien à voir de l'acharnement. Tout ce que je peux lui dire, c'est qu'il ne m'impressionne pas. En dehors de tout ça, y a-t-il un autre non, que ça change sur moi. C'est que je peux lui dire ce qui ne m'impressionne pas. Je ne me laisserai jamais intimider par un certain Godin Poyi. J'en ai vu d'autres. Je le lui ai déjà dit. J'en ai vu d'autres. Je ne me laisserai pas intimider par un certain Godin Poyi. Pas du tout. Je menais des combats autrement plus rudes. Pendant que lui était en train de prêcher à la chair de son église, moi j'étais au front, menant de combat pour la démocratie, pour des valeurs cardinales qui doivent nous mettre ensemble pour fonder la République. Je menais ce combat au péril de ma vie. Ce n'est pas un Godin Poyi qui va venir m'impressionner. Ça viendra d'où d'ailleurs? Et puis, il ne se pose pas de questions. Il m'a privé de salaire pendant 12 mois, j'ai tenu. Et il a tout fait pour lever mes humilités, m'envoyer en prison, j'ai tenu. Qu'est-ce que je peux encore redouter de lui? Il ne se pose pas de questions. Vous amenez à l'usure. Non, qu'est-ce que je peux encore redouter? Qu'est-ce qu'il peut avoir encore de pire? Parce qu'il m'a soumis aux plus grandes épreuves que je pouvais traverser. Dans les limites de ce pouvoir, c'est tout ce qu'il avait. Et même si c'est abusif, tout ça. Abusif, ça levait d'immunité contre ma personne, de mes immunités parlementaires. Vous savez que par la suite, il a été désavoué par la Cour constitutionnelle, qui a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a jugé d'illégal cette décision qui a levé mes immunités. Il devait en tirer les conséquences de cette démission parce qu'il avait donc violé le règlement intérieur. Alors, les gens prétendent qu'ils ont des maîtrises en droit ou ceci, cela. Ils sont incapables de lire le règlement intérieur. Le règlement intérieur dit qu'en période de vacances, les bureaux statuent d'office quand il s'agit d'une demande d'élevée d'immunité. Alors, certains pense que quand on dit d'office, donc vous n'entendez pas l'autre partie. Il est passé outre cette obligation constitutionnelle de donner à la partie mise en cause la possibilité de se défendre. J'avais jamais été entendu. Il a reçu le représentant du parquet et il s'est empressé de lever mes immunités en cachette, s'il te plaît. En cachette. La décision m'a jamais été communiquée. Je suis allé la voir. Mais monsieur, comment il s'appelle? Vous, là, les machines à laver, là. Posez la question à votre employeur. En cachette, je suis allé voir cette décision pour la première fois au parquet. Imaginez-vous qu'un député qui a fait l'objet d'une mesure aussi grave, on ne lui communique pas. Je suis informé par voie de presse, une radio ici, parle de la levée de l'immunité, je suis surpris. J'écris au bureau pour qu'on m'envoie je dois avoir la décision pour préparer ma défense. Je n'ai jamais reçu cette décision du bureau. Vous pouvez vous dire à qui on a affaire à la tête du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Demandez aux machines à laver si cette décision m'avait été communiquée. Je la vois pour la première fois entre les mains du magistrat qui m'entend. Vous vous imaginez un peu? La question que je me pose, Godin Poyi, c'est quand même quelqu'un qui... Quelqu'un de quoi? Qui est un intellectuel. Mais comment il peut s'organiser à poser des actes qui, d'après vous, sortent de... Pas d'après moi! Légal. Mais pas d'après moi. Je vous donne là un exemple. Je n'ai jamais reçu une notification de la décision qui a levé mes immunités. Je n'ai jamais reçu une notification. Jamais. Vous pouvez vous imaginer, cette décision concerne qui? Moukebaye, non? Et je suis en droit
d'être notifié pour que je prépare ma défense. Donc, il l'a fait en catimini. Donc, il se cache pour me frapper. Vous vous rendez compte? Il faut nuire donc, pour nuire à la personne de Moukeba. Réduire complètement. Oui, il se cache. L'effacer. Il sort du règlement intérieur. Posez-lui la question. Monsieur le pasteur, devant ton Dieu, dis si tu m'avais déjà adressé cette décision. Dis, pasteur, je m'adresse à tes fidèles. J'ai pitié des fidèles de l'église de Godempo. J'ai pitié de vous, mes chers frères. J'ai pitié de vous. J'ai pitié. Fois, je me dis, vous confiez à... Non, mon Dieu. Est-ce que votre président... Une simple question, machine à laver, venez répondre. Est-ce que la décision qui a levé mes immunités m'a-t-elle été transmise? À quel moment? Non. Est-ce que votre présence à la PK gêne-t-il Godempo? Oui, les gens sont dans des à ce point que ne veut pas de vous. Les gens sont dans des petits intérêts personnels, comme cette affaire des 2 650 000 $ que le gouvernement central rétrocède chaque mois, accorde à chaque mois à la ville de Kinshasa, en ce qui concerne les opérations de salubrité. Des membres de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, au plus haut niveau, sont impliqués là-dessus. Ce n'est pas à moi de le dire. Vous le savez, vous voyez des enseignes, des ONG avec les noms du bureau du président de l'Assemblée provinciale. Vous ne voyez pas ces enseignes-là dans le rue de Kinshasa? Et comment on peut comprendre que ceux-là qui ont le pouvoir de contrôler s'impliquent dans l'exécution des projets de la ville de Kinshasa? En ce moment-là, qui contrôle qui? Dis-moi. Les contrôleurs commencent, eux, à exécuter les projets. Alors, qui va contrôler qui? Sur les 2 650 000 $. Si nous devons poser la question au jour d'aujourd'hui au gouvernement provincial, qui va la poser? Parce que c'est lui qui est supposé la poser et est devenu lui-même exécutant du projet. Dites-moi un peu. Et c'est au grand jour, et ça n'indigne personne, ça n'émet personne. Les gens passent, ils voient, enseignent, ONG. Et au jour d'aujourd'hui, Kinshasa ploie sous l'eau chaque fois que la petite pluie tombe. Plutôt que de consacrer cet argent au curage des caniveaux, à voir comment réaménager la ville de Kinshasa, construire des caniveaux, on fait semblant de balayer 2-3 jours. J'en connais un qui reçoit une cagnotte de 70 000 $. Elle fait semblant de balayer 3-4 jours. Les pauvres balayeurs-là, ils ont droit à 80 000 francs, 70 000 francs. C'est qu'en réalité, il lui reste 65 000 francs, 65 000 $, pardon, qu'il empoche et il ne rend des comptes à rendre à personne. Et il est dit dans la convention qui lie la ville de Kinshasa au gouvernement central qu'à chaque décaissement, il faut que le ministre national des Finances exige et obtienne des exécutants les justificatifs des fonds précédents reçus. Ils sont où ces justificatifs? Ben oui, quand les individus ont de tels intérêts, il devient gênant. Très gênant. Et encore aujourd'hui, vous le savez, j'ai déposé une question orale avec débat. Vous ne comptez pas reculer? Au ministre de reculer en quoi ou avancer en quoi? Tempérer un peu. Je fais tempérer en quoi? Je provoque qui? J'ai fait mon travail de député. J'ai déposé une question orale avec débat à l'adresse du ministre des Finances sur cette question qui vient de répondre. Et vous allez voir comment cette question va être gérée. Vous allez voir. Ça sera géré comment? Ah, vous verrez. Très bien, honorable. On va déployer les machines à laver. Mais ces machines à laver, préparez-vous. Dans les semaines, les jours qui viennent, vous aurez encore droit du savon à 200 $, à 100. Comme ça, la mécanique va se mettre à tourner. Une petite machine à laver. Très bien. Il ne vous manque pas d'innovation, honorable Mike Moukeba Inkosso. On va changer les choses. Je vais les aider à avoir du savon. Vous fonctionnez mécaniquement. Vous fonctionnez mécaniquement. Très bien, honorable Mike Moukeba Inkosso. On va changer complètement de chapitre. On va aborder la question relative à la mise en place dans les établissements, entreprises publiques de l'État. Vous avez observé plusieurs proches de Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo ont été nommés de manière générale. On va d'abord, je vais prendre votre vue, honorable Mike Moukeba, par rapport à la situation générale des nominations ou des mises en place. Ces nominations vous inspirent quoi? Non, je ne vais pas entrer dans cette polémique que je trouve, moi, exécrable. Je donne ici plutôt la position de mon parti, de mon leader Moïse Katumbi, et c'est aussi ça ma propre conviction. Très bien. Nous sommes, nous, pas favorables au partage dans les entreprises publiques. Ces entreprises sont engagées dans un processus de privatisation. Ce processus est déjà très, très avancé. Vous les appelez d'ailleurs aujourd'hui quasiment toutes sociétés commerciales.
SCPT, ainsi de suite, ce sont des sociétés commerciales. Ce qui manque à ces sociétés commerciales pour basculer réellement dans le privé, c'est que l'État se retire, parce que l'État reste jusque-là l'actionnaire majorité et unique, c'est de se retirer. Donc, d'établir d'abord les patrimoines, de différencier les patrimoines de l'État et de ses entreprises, quitte à ce que l'État récupère son patrimoine à lui, et alors en ce moment-là, nous ouvrons ces entreprises, nous ouvrons leur capital à des investissements privés. C'est ça le processus. Nous sommes quasiment au terme de ces processus. Ces entreprises sont pratiquement toutes en faillite. Pratiquement toutes, sauf peut-être quelques offices qui marchent encore, l'OCC, ainsi de suite, mais peut-être même ces offices qui marchent ne sont pas assez équipés, ne sont pas assez performants, donc il faut améliorer même ces offices. Mais en ce qui concerne ces entreprises, elles sont quasiment toutes en faillite. J'ai vu dernièrement Adel Kaïnda qui passe son temps à auditer ces entreprises et à conclure qu'elles ont besoin de 8 milliards pour être relancées. 8 milliards de francs? De 8 milliards de dollars américains. Non, elles n'ont pas besoin de 8 milliards. 8 milliards, ce n'est pas pour l'ensemble des entreprises du portefeuille. C'est peut-être pour une seule entreprise. Sinon, 8 milliards, 10, 15 entreprises, combien vous allez mettre à disposition de l'ONATRA, dont l'outil de travail est complètement obsolète, il y a ceci à revoir, ainsi de suite, à acheter. Non, même ces 8 milliards, pour l'ONATRA seul, c'est peut-être pas assez suffisant. Donc, continuons dans ce processus, plutôt que de confier ces entreprises à des représentants des partis politiques qui, une fois qu'ils sont à la tête, doivent chaque fois saigner ces entreprises pour verser des prébendes à leurs mentors. Donc nous les tuons davantage. Il est temps de passer à la privatisation totale de ces entreprises, de les ouvrir à l'investissement privé et qu'elles deviennent performantes. Je sais que cette opération n'est pas aisée à réaliser, à effectuer, puisqu'elle va demander certains sacrifices. Il y a des privés qui viendront avec des fonds, mais vous demanderont de compresser le personnel. Ce qui est vrai, c'est que le personnel est vieillissant dans la plupart de ces entreprises, il est pléthorique, ainsi de suite. Donc, il y a ces sacrifices à accepter, pourvu que ceux-là qui vont être envoyés à la retraite soient payés en conséquence. Voilà notre idée à nous. Les restes là n'est que la ruine continue de ces entreprises. La ruine continue. La ruine continue. Très bien. Elles ont la SONAS, ainsi de suite. Il faut aider la SONAS à se mettre au niveau des concurrents maintenant, qui entrent dans le secteur. Il n'y a plus de monopole dans le secteur de l'assurance. Le secteur est devenu concurrentiel et la SONAS n'a pas le moyen de faire face, faute de moyens. Mais elle va continuer à perdre de son influence, de son importance, jusqu'à un jour où elle va fermer. L'ONATRA est complètement en faillite. La ligne de chemin de fer Kinshasa-Matadi est à réhabiliter. Les ports de Matadi, nous n'en parlons pas, il n'est pas en état. En ce qui concerne la manutention, les bateaux qui accostent là-bas préfèrent aller chez des privés qui ont des machines beaucoup plus modernes, beaucoup plus performantes. Voyez-vous, dans ces conditions-là, comment on va relever l'ONATRA? Et la dette sociale ne fait que s'accumuler chaque mois, chaque année. Vous avez des agents à 28 mois dans une entreprise, c'est que cette entreprise est à liquider. Mais comme il y a du social dans cette entreprise que vous ne pouvez pas la liquider de manière soudaine, mettez au moins un processus en place qui fasse que dans les 2-3 années à venir, qu'on sache comment régler la dette sociale et récapitaliser l'entreprise pour qu'elle ait le moyen d'être concurrentielle. L'ONATRA est en faillite. Elle est en fait, sinon, si nous devons être sérieux, rigoureux, c'est une entreprise à liquider. Quand une entreprise accumule 28 mois d'arriérés, la dette sociale est à ce niveau-là, et que ses revenus, ses recettes ne lui permettent pas de faire face à cette dette sociale, c'est pas ça de la faillite. Pire, dans le pire des cas, on peut dire même que certaines entreprises sont en banqueroute. Banqueroute, si c'était des entreprises privées, il fallait déjà les liquider depuis. Donc, c'est ça, à mon point de vue, les vrais débats à faire pour le bien du Congo de demain. Transformer ces entreprises, cette transformation a déjà commencé, elle est quasiment à terme, il reste 5 ou 10% à réaliser, mais nous les politiques, nous ne voulons pas que le processus aille jusqu'au bout, puisque moi tel que je suis là, j'envisage déjà qu'Atoumbi deviendra président de la République, comme ça je pourrais être à la fois député national et PCA. Et comment encore, c'est cette question, même question, pourquoi il y en a ceux-là qui cumulent? Dans un pays où il n'y a pas assez d'emplois pour tous, mais il y en a qui cumulent. Il est député, il est payé par l'État, et de l'autre côté, sous prétexte que c'est un mandataire non actif, les mêmes
Le gouvernement les paye encore. Si on y va simplement par le principe que l'État ne peut pas payer les mêmes individus deux fois, c'est d'abord aussi une question de morale, non, publique. Plutôt que de dire il n'est pas un mandataire actif. Ah non, il est payé là-bas, grassement, 21 000 $ le mois. Et le voilà encore PCA avec un cachet, je ne sais, de 2, 3, selon les entreprises, 4 000 $ à chaque réunion du conseil d'administration. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, les choses auraient dû être faites autrement. Alors, honorable Mike Moukébaye, on va aborder la question du CESAC. Le CESAC n'a pas été... Bon, tu vois, quand je sors des idées comme ça, là, par exemple, là, il faut quand on appelle, quand on reçoit les machines, leur poser des questions comme ça, que seulement de les limiter à l'aboiement. Il faut leur poser des questions structurelles sur le problème du Congo, s'ils ont la capacité de réfléchir et de projeter le pays demain. Très bien, les machines à laver. Ouais, les machines qui ont besoin du savon. Du savon pour démarrer la mécanique. Merci beaucoup, honorable Mike Moukébaye. C'est ça, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a déjà ce nouveau membre, honorable Mike Moukébaye. Cette institution d'appui à la démocratie a pour rôle de réguler les contenus de médias audiovisuels, tout comme médias écrits. Que vous inspirent les nominations déjà au sein de regardez d'abord avec l'arrivée des nouveaux membres. Le renouvellement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication montre clairement que Félix Tshisekedi conduit le pays sans tableau de bord. Nous naviguons à vue. Quand il est arrivé, les comités sortants, les CESAC sortants étaient déjà en dépassement de mandat depuis plusieurs années. Mais il lui a fallu attendre encore 4 ans pour qu'enfin il homologue les désignations qui avaient déjà été opérées. Ceux qui sont là au jour d'aujourd'hui, ceux qui ont été nommés, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont été désignés. Ils ont été désignés sous Kabila. Félix arrive là à la tête du pays pendant 4 années. Il ne se rend pas compte qu'il y a une institution fondamentale dans la promotion de la démocratie et qui, celle-là, est en dépassement de mandat depuis 4 ans. 4 ans qu'il a attendu. Donc il n'a pas de tableau de bord quand il est arrivé au pouvoir, tout autant qu'aujourd'hui, il n'en a pas toujours un. Qu'importe, bon, on dit qu'il m'a jamais tard pour bien faire, on peut dire merci monsieur, tu l'as quand même fait. Mais maintenant, ici, j'exprime des craintes. J'exprime des craintes parce que mes informations, c'est que les partis au pouvoir, les régimes, travaillent au jour d'aujourd'hui à promouvoir la candidature de Christian Bossémé à la tête du CESAC, donc du bureau, qui va être mise en place entre les 13 membres du Conseil national supérieur de l'audiovisuel et de la communication. J'exprime des graves craintes. J'ai vu Bossémé former des menaces contre la profession, appeler les services à frapper des journalistes. Un homme qui a une telle prédisposition dans sa tête, vous le mettez à la tête de cette institution de régulation de médias, combiné à l'inclination du régime à la restriction des espaces de liberté, je vous assure que vous, journalistes, vous allez en voir de toutes les couleurs dans le mois, dans les années qui viennent. Je crains pour la liberté de la presse. Je crains infiniment. Vous mettez danger pour la liberté de la presse? Un danger. Parce que ce qu'il a dit, je ne pensais pas qu'il pouvait en être capable. Journaliste lui-même, je ne sais pas ce qu'il comprend par journaliste. Moi, je suis journaliste de formation et de carrière. D'abord, je vais vous dire ceci. D'abord, qui est Christian Bossémé d'abord? A-t-il été formé comme journaliste? Si l'INPC était rigoureuse, elle allait interpeller Bossémé sur ces propos-là. Parce qu'il a un principe sacré chez vous de solidarité. L'enfreindre, ces principes-là, ce n'est pas seulement d'envoyer un confrère en prison comme l'autre l'avait fait contre Bouya, non. Mais aussi ces propos qui appellent les gouvernements à frapper. C'est un manque de solidarité terrible. Et cet individu qui a fait montre d'une telle prédisposition sur la place publique sans se gêner, pour nous montrer à lui, sa compréhension à lui de la démocratie, de la liberté de la presse, vous le mettez à la tête du CESAC, je vous en prie, adieu la liberté de la presse ici. Et ça, je ne suis pas disposé à assister impuissant à une telle dérive. Je me battrai contre. Moi, j'ai passé ma vie à me battre. Tu sais, quand les gens parlent de liberté de la presse, je ne sais pas peut-être si vous en avez vraiment l'idée, vous, la nouvelle génération. C'est un grand combat qui a coûté des vies, des sacrifices à plusieurs. Les gens, beaucoup d'entre vous ne connaissent pas le combat de Mputu Bidoya, de Dimanja Wenbi, à la Tente Sumobutu. Ces gens-là sont entrés en clandestinité pour avoir tenté
de rendre le grand média public libre. Ils ont souffert. La liberté de presse. Ici, dans ce pays, Canal Kin et Canal Congo que vous voyez de Jean-Pierre Bemba ont été nationalisés par un ministre de la Communication, Sakombi Inongo. Nationalisés, mis sous la responsabilité de ministre de la Communication. Donc, ces médias ont été transformés en RTC 3 et 4. Nous avons mené un grand combat acharné ici, avec Pascal Amissi, que personne peut-être aujourd'hui ne reconnaîtra. Pascal Amissi, Tito Ndombi qui est là. Certains de journalistes avaient accepté de rallier la nationalisation. Moi, je n'étais pas des TKM, mais je me suis joint à eux pour mener ce combat avec eux. Nous l'avons mené pendant plus d'une année, jusqu'à ce que nous avons obtenu la libéralisation des TKM. Il y avait ici TKM qui avait été nationalisé, de l'autre côté, avec Canal Kin et Canal Congo. Nationalisé pour le simple fait, ici, que Bemba était un rebelle et que son média n'avait pas droit de citer ici à Kinshasa. Vous pouvez vous imaginer une telle sanction? Ngongo Luo, qui lui n'était engagé dans aucune rébellion, le problème c'est qu'il était en exil, ancien moboutiste, sa chaîne avait été frappée. Nous avons mené un combat dur. Bosembe ne connaît pas ces combats-là. Il ne les connaît pas. Et d'ailleurs, moi, je suis en train de travailler pour que dans les années qui viennent, à chaque restitution sur la liberté de la presse, qu'on exhume ces passés glorieux dans ce combat pour la liberté de la presse. Que les générations d'aujourd'hui sachent ce que nous a coûté en termes de sang et de sueur. Et ce n'est pas un Bosembe qui va mettre tout ça en péril. Nous ne le laisserons pas faire. Et nous sommes nombreux à nous dresser sur son chemin s'il s'entête dans la voie de ces attaques-là qu'on a. La responsabilité des aînés dans ce qui nous arrive aujourd'hui, l'honorable Mike Moukeba, vous êtes quand même un journaliste de formation et de profession. Comment ces gens sont-ils arrivés dans notre métier? Bon, vous savez, d'abord... Vous n'avez pas protégé les métiers. Non, non, vous savez, le problème de ces métiers... Quelqu'un qui a fait le droit à Dakar, vous savez, je suis qui est allé à l'UNIKIN, mais qui, curieusement, se retrouve parmi nous. Et aujourd'hui, c'est lui qui va nous réguler, alors qu'il n'a pas... Vous savez, par principe... Il n'a pas de contenu par rapport à... Par principe, le métier de journaliste est ouvert à tous. C'est cela le principe. Même dans les pays les plus démocratiques, le métier de journaliste est ouvert à tous, pourvu, chez nous en tout cas, que celui qui arrive, qui n'a pas fait une formation de journaliste, qui n'est pas allé dans une école de journalisme, passe une sorte de stage, donc il soit formé sur l'État dans une rédaction pendant 2 ans. Mais c'est là le problème que nous avons par rapport à la conception du métier et de la liberté de la presse. On n'a pas le même entendement. Non. Peut-être la raison pour laquelle Bosembe voyez-vous, la presse... marcher sur sur cette question-là, je ne vois pas comment la presse peut changer ses principes, parce que la presse, en elle-même, elle a souvent besoin d'autres expertises. Donc vous avez besoin de gens qualifiés, par exemple, en économie, un économiste, mais qui vient traiter de matière économique avec cet avantage que lui, il est calé dans ce domaine-là. Là, ce que vous avez à faire, c'est que vous lui donnez juste les béabas de la presse. Ça, c'est fait par tout le monde. Mais il s'est fait que chez nous, ici, ce processus-là n'est pas très respecté. Des gens arrivent dans une rédaction sans être passés par une école de journalisme, et les mêmes jours, vous les voyez déjà présentateurs à la télévision. Ça, il faut le regretter. Moi, je vais peut-être dire, je me sens responsable. C'est là où nous disons que dans vous une êtes certaine mesure. responsable. Mais vous savez que ce n'était pas à moi de régler cette question, c'était à l'UNPC en tant qu'organe régulateur de la profession. Mais vous connaissez les faiblesses de l'UNPC, elle n'a pas assez de moyens. C'est une faiblesse quasi chronique de l'UNPC. Pas de moyens, ses propres membres ne versent pas de cotisations, ainsi de suite. Elle n'a pas l'autorité pour réguler, assurer l'autorégulation dont on a les attributions. C'est là tout le problème. Moi, je m'en suis plaint à l'époque, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Quand à l'UNPC, les comités directeurs décident d'attribuer des cartes même à des infirmiers, parce qu'il y en a eu, ou que quelqu'un qui est politique, mais qui se retrouve dans un procès où il a été question de délits de presse et il cherche à se cacher derrière la profession de journaliste et il acquiert une carte simplement puisqu'il a payé les quadruples ou les quintuples du prix. Il ne faut pas mettre ça sur ma responsabilité. C'est un travail à faire, vous devez continuer pour essayer d'assainir la profession. Mais ce n'est pas si aisé. Parce que j'ai remarqué qu'avec les médias YouTube, donc les dérèglements, c'est aggravé. C'est aggravé. C'est chaque individu qui se réveille chez lui, qui acquiert une caméra et le lendemain, il est là à réaliser des interviews avec des tiers.
Donc c'est à vous de travailler là-dessus. Moi, je regarde. Très bien. Revenons sur les cas. Christian Bossembe qui, dans le tout prochain jour, sera peut-être le président du CESAC. Selon nos informations, une réunion était tenue un mois avant, au cours de laquelle tous ces membres nommés ont pris l'engagement de porter Christian Bossembe. De toutes les façons, comment ça se passe? Ça se passe à chaque fois, depuis sous Kabila, c'est que les tickets qui passent pour contrôler les bureaux, c'est celui qui a la bénédiction du pouvoir. Donc, le pouvoir vous dira c'est tel les présidents, et les autres qui vont marcher dans le même ticket ont le devoir de l'accompagner. Les autres membres, vous savez, le problème c'est quoi? C'est que ces institutions ne sont pas indépendantes. Le pouvoir recourt toujours à diverses manœuvres, moyens de pression pour obliger ceux qui en sont membres du CESAC de s'aligner sur le vœu du pouvoir. Donc on ne peut pas s'attendre à autre chose que ça. Oui, tant mieux, je peux même faire cette concession malgré moi, oui, tant mieux, mais ce n'est pas pour maintenant, là, aller multiplier des attaques contre la presse. Ah ça, M. Christian Bossembe, tu nous rencontreras sous ton choix. Mais c'est ça qui sera fait. C'est ce qui sera fait. Ah ben oui, hein, ben, vous savez, je vais vous dire, vous allez être surpris. Moi, j'ai des relations très fortes avec Bossembe, personnelles. Très fortes. Je crois que ça l'embarrasse hein, quand je prends le contre-pied de ses positions hasardeuses. Ça l'embarrasse. Nous avons cheminé ensemble dans un combat à un moment donné. Lui et le professeur André Mbata. Cheminé ensemble. Nous avons partagé des idées. Nous avons rêvé ensemble de voir ce Congo changer. Et c'est cela, c'est à quoi nous aspirions à l'époque. C'est ce que tu fais là, Christian Bossembe. Autant que ton mentor, André Mbata. C'est là ce que nous recherchons. Ah non, ça ne passera pas. J'ai des relations, il est déjà totalement à côté de ce qui était l'idéal de départ. Mais posez-lui la question, si nous n'avons jamais partagé de moments, si nous n'avons jamais rêvé, si nous n'avons jamais mené le combat ensemble, avec son mentor, posez-lui la question. Moi, j'ai des liens personnels assez forts avec lui, comme je vous l'ai dit, assez personnels. Mais vous savez ce que c'est? Les valeurs. Je me tourne de vous. Je vous tourne le dos quand vous marchez dessus. Ça, c'est clair. Moi, je pense au Congo de nos enfants. Le Congo à venir, demain. Bossembe est président du CESAC aujourd'hui, mais je préviens que ça ne restera pas éternel. Quand il ne sera plus, il retournera à sa rédaction. Ah, il ne faut pas alors que lui-même pose des prémices, pose des actes qui vont demain se retourner contre lui-même. Ça, je le préviens. Nous en avons vu d'autres hier. Flamboyants ici, qui croyaient que Kabila était éternel, hein, au jour d'aujourd'hui, ils ont appris hein, avec l'histoire. Alors, vous voulez apprendre qu'avec votre propre histoire, celle des autres, vous ne pouvez pas en tirer des leçons. Et donc, vous verrez le prix que vous allez payer par la suite. Voilà, très bien. La presse sous Félix Tshisekedi est-elle pire que la presse sous Kabila, sous Mobutu? Vous avez des journalistes en exil. Je n'en ai presque pas connu sous Kabila. Vous avez des journalistes en détention. Vous avez des journalistes arrêtés tout le temps. Vous avez des journalistes arrêtés à la nerf. Le cas de Tatiana Osango. Mais Tshisekedi a-t-il une parole? A-t-il une parole? Mais Tshisekedi vous dit, alors qu'il n'est pas encore président de la République, que ma priorité, des priorités, qu'une fois président de la République, je ferme tous les cachots clandestins. Il n'y aura pas de cachot dans les installations des services de sécurité. Au jour d'aujourd'hui, on arrête partout dans les services de sécurité. Des gens, ils sont détenus 2 mois et 2 mois sans jugement pour des questions qui ne sont pas liées à la sûreté d'État. Je prends le cas Tatiana Osango. 1 semaine détenue là-bas, nous avons élevé la voix. Ça n'a gêné personne, ça n'a émis personne, surtout pas M. Félix Tshisekedi, ça ne les regarde pas. Ça, c'était un discours d'opposant pour accéder au pouvoir. Une fois qu'il est là-dedans, ce n'est pas ce qui les préoccupe. Il est ailleurs. Et vous pouvez penser que là, donc, la presse a connu plus d'avancées sur le plan des libertés qu'à l'époque de Kabila. Je peux dire même que c'est grave. Sous Félix Tshisekedi, 100 fois plus grave. Pourquoi? Lui, il est l'un des nôtres. Nous avons combattu. On a été dans la rue avec lui. Ouais. On a marché ensemble. On a fait le même combat. Je ne peux pas à la limite comprendre Kabila, qui sortait de son maquis, qui n'avait pas la même compréhension de la République et de la démocratie que nous, mais pas lui avec qui nous avons cheminé. On a été avec lui. Hein. Lui était, donc Félix est même à présenter comme un traître à la cause que nous avons défendue ensemble. Un traître à la cause. Lui, oui. Il a trahi le combat. Oui. C'est ça, c'est très grave. C'est grave. Je peux ne pas en vouloir à Kabila, mais Félix, je ne lui pardonnerai jamais. Jusqu'à ma mort.
Je ne lui pardonnerai jamais ce qu'il a fait au Congo et aux Congolais. Je ne lui pardonnerai jamais. Très bien. Avant de finir... Cette duplicité-là, de cacher son jeu pour finalement abattre ses cartes quand une fois au pouvoir. Et lesquelles cartes? Les plus mauvaises qui ne font que détruire le Congo, à tout point de vue. Ça, je ne pardonnerai pas. Très bien. Avant de finir cette émission, il nous reste quelques minutes. Honorable Mike Mukibai, la série de nominations continue. Vous avez dit qu'il ne faut rien attendre par rapport à l'assainissement du cabinet du président de la République. Rien attendre, je vous dis. Il vient de nommer. Félix Tshisekedi a nommé son jeune frère Jacques Tshibanda Tshisekedi au poste de coordonnateur de la sécurité interne du président de la République. Vous voulez que je fasse quelques commentaires? Je ne connais pas le profil de l'homme, je ne sais pas d'où il vient. Mais je remarque que c'est toujours à des mains inexpertes que des responsabilités les plus hautes de la République sont confiées. Il était à la DGM. Je n'ai pas grand commentaire à faire là-dessus. Il était à la DGM. Être à la DGM ne suffit pas, le parcours, les profils. Non, je n'ai pas grand commentaire à faire. Les pouvoirs de Félix Tshisekedi ont montré ses limites. Vous avez des infiltrations jusque dans son propre entourage immédiat. Lui a parlé des infiltrations de l'armée. Et d'ailleurs, il ne s'en gêne pas pour l'évoquer tout haut, alors que c'est des choses que lui, contre lesquelles il doit travailler, plutôt que de se mettre en lanceur d'alerte. Ça, c'est très grave. Le chef d'État devient un lanceur d'alerte. Mais quand c'est maintenant des infiltrations comme ça, évidentes, comme dans cette affaire de photos secrètes qui se sont retrouvées à Kigali et publiées, quand il s'agit de son entourage, qu'est-ce que nous pouvons dire? L'État n'est pas gouverné, nous ne sommes pas en sécurité. Nous ne sommes pas en sécurité. Ça dit tout ce que nous faisons ici contre l'ennemi, l'agression, c'est de la gesticulation. Rien n'est organisé. Dans son entourage immédiat, dans son propre entourage direct. Vous voyez ça un peu? Très bien. Merci beaucoup, honorable Mike Mukibai. On va finir par la question de l'Est. On va nous en vouloir si on n'en parlait pas. Et puis là où il est nommé, ce n'est pas une question d'affinité, de filiation, c'est une question de compétence. C'est son frère, c'est son frère. Oui, j'ai dit, c'est ça. Ça veut dire que le président n'a plus confiance. Voilà ce que ça traduit. Il reste seulement vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est un frère, c'est son jeune frère. Ouais, vous vous rendez compte où on en est maintenant? Maintenant, bon, il irait tout. Alors, si déjà dans son propre entourage, il ne sait plus avoir confiance aux siens, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Son conseiller spécial, celui-là a été accusé de tentative de putsch. Au jour d'aujourd'hui, il est quasi en exil ou malade, je ne sais pas, en tout cas, il est à l'extérieur. Le procès n'a rien donné. Il s'agissait d'une affaire d'atteinte à la sûreté d'État. On s'est retrouvé avec une question de foufou, une question de commissariat installé dans une ferme à Miteni, ainsi de suite. Rien de substantiel lié à un coup d'État, à la préparation d'un coup d'État. Rien en tout cas, rien. Et au jour d'aujourd'hui, c'est le coordonnateur de sa sécurité interne, c'est les directeurs... c'est son assistant. La question de la police a été, faut-il désespérer ou pleurer? C'est dommage, la République est foutue. Très bien, honorable Mike Mukibai. On va nous en vouloir si on n'aborde pas la question sécuritaire de l'Est. Honorable Mike Mukibai, la situation a évolué, contrairement au début de la semaine. La force régionale est venue pour, tel que Félix l'a dit, pour combattre le M23, dit on va donner priorité au processus politique et diplomatique. Qu'est-ce que vous appelez force régionale? J'entends souvent cette expression. C'est vocable chez les gens. Mais la force régionale, elle n'est pas constituée que d'un seul État, d'un corps expéditionnaire d'un seul État. Les Ougandais ne peuvent pas à y venir. Nous avons trois États qui ont envoyé des corps expéditionnaires à la République démocratique du Congo. Et vous remarquerez que chaque État est venu à un moment donné pour des objectifs à lui. L'Ouganda a été le premier à traverser la frontière. Et l'Ouganda a traversé la frontière pour quelle raison? La menace que représentent les ADF pour ses intérêts, sur le plan sécuritaire et sur le plan économique. Il y a de gros investissements ougandais dans les lacs, dans le secteur du pétrole, et les multinationales ont commencé à se plaindre que s'il n'y a pas assez de sécurité, nous n'allons pas investir davantage de l'argent de quand que nous le perdions. L'Ouganda est venu protéger ces investissements-là. Et vous remarquerez que l'Ouganda, les forces ouganaises ne se battent pas réellement, ils ne sont pas très engagés, en tout cas selon les sources locales, ils ne sont pas très engagés contre les ADF. Ce qu'ils recherchent, c'est de plus les éloigner de la frontière. Les jours où ils auront atteint cet objectif, ce sera fini, ils partiront. Donc l'Ouganda est venu pour des objectifs à lui. Le Burundi a traversé. Est-ce que c'est dans le cadre de la force régionale ou pour des intérêts du Burundi? Je suis disposé à pencher plus pour la deuxième thèse.
L'Ouganda est venu au Congo il y a déjà 1, 2, 3 mois, alors que nous ne savions pas quand est-ce que la force régionale allait être déployée. Et voilà les Kenyans qui arrivent, les derniers, qui débarquent à Goma. Alors, dites-moi, les 3 corps expéditionnaires répondent à quelle coordination? Y a-t-il une coordination qui existe quelque part? Il n'y en a aucune. L'Ouganda opère à sa façon, le Burundi autant, les Kenyans autant. Et vous parlez des forces régionales. C'est malheureux pour la République démocratique du Congo. Et cette force régionale, le président de la République qui est devenu lanceur d'alerte, l'a voulu comme une force combattante. Ah, elle va, d'abord, il donne une alerte, il dit, elle va débarquer à Bunagana, ce qui n'a pas été le cas. Elle débarque plutôt à Goma. Quel ridicule pour nous. Ah oui, quand elle va débarquer, vous, les M23, votre sort, elle est là, cette force, si vous l'appelez régionale, et quel a été le sort réservé au M23. La force régionale vous dit tout de suite que nous sommes venus pour accompagner le processus politique et diplomatique de Luanda et de Nairobi. Donc nous sommes une force tampon. C'est pas fini, mais plus grave encore, il se pose un problème de financement de cette force. Les Kenyans sont là pour 6 mois renouvelables. Qui finance? Au moins c'est clair. 6 mois renouvelables. Et les Burundais et les Ougandais, les Kenyans 6 mois, les financements peinent à suivre. Donc si demain... Qui devrait financer? Ah ben écoutez, il fallait chercher le fonds chez des bailleurs. Et on n'a pas trouvé de bailleurs disponibles pour soutenir cette force tout le temps que cela sera nécessaire. Donc, dans les 6 mois, les Kenyans vont évaluer et dire, bon, nous partons ou nous restons. Peut-être qu'avant les 6 mois, ils seront déjà essoufflés si ces financements ne sont pas mobilisés. Qui ne le sait pas qu'il y a un problème de financement? Voilà le problème qui se pose avec cette force. Donc, nous ne pouvons pas nous appuyer sur cette force-là. Si elle n'était qu'une force... Elle n'a pas de cohésion, elle n'a pas d'homogénéité. Honorable Mike, si elle n'était qu'une force tampon, qu'est-ce qui pouvait expliquer sa présence au Congo? Mais elle est venue si elle ne vient pas pour combattre. Bon, déjà, au jour d'aujourd'hui, si elle est là, déployée à Goma, c'est bénéfique pour la République démocratique du Congo parce qu'elle représente déjà une dissuasion face au M23. Goma ne va plus tomber. Le M23 n'entre pas dans Goma. C'est déjà ça un pas. Ouais. Il n'y a pas une force combattante, c'est bien clair. Et vous remarquez d'ailleurs qu'il n'y a pas une coordination. Que la force ne passait pas déployée en tant que telle. Et une force régionale, je ne suis peut-être pas expert dans les secteurs, mais quand on parle d'une force régionale, en fait c'est une force panachée. Donc nous devions avoir dans le Sud Kivu, Ougandais, Burundais et Kenyans. Ok? Et en Ituri, nous devons avoir les Ougandais mêlés aux Burundais et aux Kenyans. Et également à Goma, nous devions avoir les 3 corps expéditionnaires mêlés. Ça devait être une force panachée. Mais chaque État est arrivé à un moment donné pour des objectifs à lui. Et nous parlons de forces régionales sans aucune coordination. Qu'est-ce que les Kenyans auront à dire aux Burundais qui sont à des centaines de kilomètres plus loin, qui font face à des périls d'une autre nature? Qu'est-ce qu'ils auront à leur dire? Ils ne sont pas sur le terrain opérationnel avec eux. Qu'est-ce qu'ils auront à dire aux Ougandais ou que les Ougandais... Voyez-vous, ça va dans tous les sens. Tout, hein. Oui, ça va dans tous les sens et nous ne pouvons pas compter sur cette force. Et je l'ai dit, je leur ai dit, nous devons travailler à consolider l'État, à redresser les ressorts de l'État, ces ressorts régaliens. Nous devons travailler à cette question sensible, la question du contrôle des armes, c'est cette question qui bloque le processus pour que nous arrivions à obtenir la levée du régime de notification. Très bien. Toutes ces questions-là doivent être prises en compte. J'entends Lutundu là, lui aussi, qui s'est plaint. Ah, nous avions acheté des armes et qu'elles ont été à raisonner quelque part. Mais messieurs, vous vous plaignez de quoi? Vous savez que vous êtes sous le régime de notification. Vous mentez aux Congolais. Allez-y travailler aux Nations Unies pour obtenir la levée de cette décision. Et vous savez ce qu'il y a à faire. Avez-vous posé des actes? Avez-vous évolué? Le monde ne nous fait pas confiance. Le monde estime que nous ne sommes pas assez sérieux en ce qui concerne le contrôle de nos propres armes, que souvent nos armes sont transférées des mains officielles aux groupes armés. Et des cas ont été prouvés, des groupes armés qui ont affronté les FARDC et qu'il y a eu des captifs du côté des groupes armés avec des armes marquées FARDC. C'est une question fondamentale. Le monde s'est dit, à ceux-là, si vous leur permettez d'accéder à des armes beaucoup plus sophistiquées, ces armes vont tomber entre les mains des groupes armés et ça va embraser la région. La simple législation en matière de gestion des stocks d'armes et de munitions, la législation,
une question simplement de vision et de volonté. Donc vous avez une vision, vous la matérialisez. La législation au Congo sur la gestion des armes, stock d'armes et de munitions, date de 1985, elle est obsolète, complètement dépassée face aux exigences internationales. Il y est fait encore mention du président du mouvement populaire de la Révolution. La dernière réforme que nous avons entreprise remonte à quand? À 2012. Mais la réforme, elle a évolué et nous sommes arrivés à la commission paritaire Assemblée nationale Sénat. Ça a grippé jusqu'à ces jours. Alors quand la communauté vous regarde, même la simple législation qui n'est qu'une question de volonté, vous n'arrivez pas à la matérialiser. Mais comment on peut vous faire confiance? Le Tondou a eu tort de dire que il faut pas les suivre. Mais la faute, c'est nous-mêmes. Pourquoi ne nous interrogeons pas sur notre responsabilité? En fait, nous avons cette attitude... la faute, c'est l'autre. Il y a un complot. C'est ce qu'on dit souvent. Vous voyez les paresseux, le plus gros paresseux de la famille. Chaque fois, on lui pose une question. Ben, pourquoi ça n'avance pas socialement pour toi? Non, c'est l'oncle qui m'a jeté un mauvais sort. Mais vous avez vu lui-même le chef de l'État, il s'agissait d'une question de sécurité. À Kwamout, il nous dit main noire. On est sorti du monde matériel réel que nous voyons. Je veux que nous amène à la métaphysique. Très bien, honorable Mike. Les choses ont aussi évolué. Christophe Mbosso, qui avait fait des recommandations dernièrement sur les refus de négocier avec les groupes armés, a lui-même évolué dans sa position. Pour Mbosso, je suis d'abord... Attendez que je finisse. Après avoir rencontré le facilitateur Uhuru Kenyatta, il a dit on ne va pas négocier avec les M23. Mais s'il faut négocier avec les M23, il faudrait que ce dernier puisse libérer les territoires occupés. Et je vous annonce que dans les jours à venir, le gouvernement congolais va se retrouver à Nairobi avec les rebelles du M23 pour des négociations. Alors donc, pour Mbosso, pour une fois, je suis d'accord avec lui. Avant d'aborder la question centrale que vous me posez, je me permets une digression. Pour une fois, merci Mbosso, je l'ai entendu du haut de la tribune de l'Assemblée nationale dire « écoutez, l'enceinte, comment s'appelle les terrains, les terrains triomphales. Moi, j'étais ministre des Sports à l'époque de Mobutu. Ces terrains-là devaient rester vagues comme ils étaient là. Vous ne pouvez pas construire là-dessus. Là où on faisait des meetings? Oui, il l'a dit. Et j'avais déjà dit à la maman, c'est une maman qui construit là, qui s'est permise d'envoyer des mouras la nuit. Vous connaissez la maman qui a la puissance d'envoyer des mouras la nuit. Vous pouvez imaginer c'est qui. Maman, même Mbosso là, t'as désavoué. Il faut arrêter ça. Je te préviens, ne construis pas là, nous allons démolir ça même 10 ans après. Je te le jure. Je te le jure, je te dis. Les Mouras sont venus dresser cet enclos-là, cette clôture, à 3 h du matin. Nuitamment, à 5 h, ils avaient terminé. Sur ordre de la maman. Allez la chercher. Mais au moins, même Mbosso t'a prévenu. Donc arrête. Sinon, tu jettes ton argent par fait. Je comprends que c'est de l'argent que vous avez gagné facilement et vous ne nous faites pas beaucoup de soucis. C'est ton problème. Mais nous allons démolir ce que vous construirez. Même 20 ans après, nous allons démolir ça. Bon, Mbosso, non, il faut être conscient du rapport de force. Voyez-vous, la Russie, toute puissante qu'elle est, elle a fait une erreur d'appréciation en Ukraine et au jour d'aujourd'hui, elle est isolée. Elle n'a pas reçu l'appui militaire de la Chine. Ce n'était pas les soucis de la Chine. Même à l'appui diplomatique, il a été un peu hésitant au départ. Puis à un moment donné, la Chine a compris que cette crise touche à l'économie mondiale et que moi, j'en ressens les conséquences durement. Donc je n'ai pas intérêt à ce qu'elle se poursuive cette crise. La Russie a fait une mauvaise approche en Ukraine. Et au jour d'aujourd'hui, il y avait peut-être des lignes rouges que l'une et l'autre partie n'étaient pas disposées à franchir, mais qui ont été franchies, ces lignes rouges. Les cas des pays nordiques qui ont au jour d'aujourd'hui adhéré à l'OTAN. C'était presque un consensus entre les Occidentaux et la Russie, que pas question que tel et tel pays rejoignent l'OTAN. Les Occidentaux ont profité de ce moment-là des crises et ces pays ont formulé la demande et l'OTAN a dit oui. C'est la Chine qui est la grande perdante sur cette crise. C'est vrai que chacun d'entre nous, chaque État à un niveau ou à un autre, en paye aussi les prix. Par rapport au Congo. Donc, par rapport au Congo, nous sommes un pays isolé diplomatiquement. Isolés. Nous sommes isolés. Alors il faut de fois tenir compte du rapport de force. J'ai entendu de gens qui parlent de faire de la guerre. Moi, j'ai ressens, désir d'une victoire militaire. Avons-nous le moyen de cette victoire militaire? On n'a pas le moyen? Non, je pose la question à ceux-là de me le dire.
Il y a quelques temps ici, ils ont fait survoler 2 avions. J'ai rigolé. Je les disais les 2 vieux coucous ici, ce ne sont pas eux. Les 2 vieux coucous? Oui, qui vont changer le rapport de force. Pourquoi vous les appelez? Ben, des vieux coucous, c'est des avions de fabrication de 1970. Avec une vieille technologie. Vitesse maximale, c'est 750 km. Au jour d'aujourd'hui, la vitesse des avions se calcule en termes de Mach. Vous avez les avions supersoniques de chasse ici qui sont à plus de 2500 km vitesse maximale. Regardez seulement les formes rondes de ces avions-là. Vous voyez encore des avions à forme ronde comme ça, comme avions de chasse? C'est ce que nous avons. Bon, c'est ça que vous avez. Alors si vous avez ça, contentez-vous de ça et construisez dans l'entretemps une puissance. Il y a une réalité sur le terrain. Pendant que ici, les ventes en guerre disent qu'il faut continuer, il y a des déplacés que nous n'arrivons pas à prendre en charge. Nous n'avons même pas les moyens de prendre nos propres déplacés en charge. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Limitons les dégâts, c'est une réalité. Moi, je ne dis pas de faire n'importe quelle concession au M23. Mais limitons les dégâts. Concrètement, il faut aller à la table des négociations. Vous n'avez même pas le choix parce que vous avez déjà accepté d'y aller. Si nous étions forts, nous resterons là, ici, chez nous, droit dans nos bottes. Pourquoi nous allons là-bas? On n'a pas le choix. Si ce n'est pas une faiblesse. Si nous étions forts, nous resterons ici et nous ne bougeons pas et nous chassons le M23. Limitons les dégâts. Limitons les dégâts. Nous avons besoin de paix et de stabilité pour construire la République démocratique du Congo. Il y a certaines préoccupations que nous prenons en charge plus tard, quand nous aurons accompli certains progrès. Mais pas aujourd'hui. C'est une réalité. Ne pensez pas que c'est parce que vous criez le plus et que ça bouge dans vos tripes et vos tripes vous dites faites la guerre et que ça va changer quelque chose sur le terrain. Il y a aussi des machines à laver qui... Il y a les machines à laver. Non, ça ne se passe pas comme dans les machines à laver. Faites la guerre. C'est une réalité. Ok? Une réalité et une intelligence pour arriver à des résultats. Et quand vous êtes en position de faiblesse, ne cherchez pas à perdre le plus possible. Regardez la Russie qui est toute puissance, elle a dû battre en retraite dans certains coins de l'Ukraine. La Russie a quitté Kherson sans combattre. Sans combat, ouais. La Russie s'est rendue compte que enregistrer des pertes énormes ici, matérielles et en termes de vies humaines, je préserve. Si la Russie peut être contente à une telle solution et à forcer nous sommes isolés, Luanda exige des négociations, tous les Africains exigent des négociations, Félix Tshisekedi s'est fait prendre. Donc le schéma Paul Kagame a réussi finalement. Les problèmes, c'est que beaucoup de Congolais... Beaucoup de Congolais ne comprennent pas comment occuper des territoires. Beaucoup de Congolais ne comprennent pas comment nous en sommes là. C'est la question de la vérité des urnes, posée en certains termes par Martin Fayulu. Vous avez eu ici un président mal élu, si pas du tout élu, qui arrive là sur la base d'une transaction illicite conclue nuitamment. Je dis bien transaction illicite. Et une fois au pouvoir, il sent le besoin d'aller chercher la légitimité dans la région. Parce qu'il n'est pas réellement élu. Et il fait des concessions à ses voisins et nous sommes pris au pied de ces concessions-là. C'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi nous tenons à ce que celui qui nous dirige provienne d'une légitimité effective liée aux urnes. Pour qu'il soit un homme fort qui nous représente, qui ne va pas chercher la légitimité à l'Union africaine. Donc, celui qui arrive au pouvoir est pressé de devenir très vite président de l'Union africaine. Si l'Afrique me reconnaît, c'est qu'il n'y a plus de contestation. Je suis véritablement un président. C'est ça, ces pièges-là. C'est cela, ces pièges. On est rattrapé par les... On est rattrapé. Très bien, honorable Mike. Il y a des choses, des pans entiers de notre récente histoire qui nous ont été cachés. Aujourd'hui, c'est bien beau de nous appeler à l'unité, ainsi de suite. Très bien. Mais quand ils ont négocié, quand ils ont appelé les M23 pour négocier avec eux ici, c'était à l'insu de tout le monde. Ils l'ont dit à qui? À l'insu de tout le monde. Des affaires de l'État, liées à l'avenir de la nation, négociées secrètement. Et quand ça tourne mal, vous venez nous appeler à cette unité. Et encore, s'agissant de cette unité. Attendez, un instant. Alors, par rapport à l'unité et par rapport à l'appel que Félix vous a lancé, il y a le président du CENSA, Joseph Olengankoy, qui est allé voir Martin Fayulu Madidi, avec qui il a eu des échanges. Je vous propose de suivre cet élément. On souffle et puis honorable Mike Mukeba, et puis on va conclure l'émission avec cet élément. Je vous propose de suivre cet élément de Joseph Olengankoy, qui est allé voir, je crois le mercredi, le président Martin Fayulu Madidi. Suivez et on se retrouve après. Que l'Afrique et le Congo ont un destin commun, inévitablement lié. Voilà
chers amis, c'est pour ça que le CENSA est venu toquer dans la porte du président Fayoulou pour lui demander quelle est la lecture qu'il fait de la situation et comment il attend pour qu'il y ait des solutions. Il nous a donné une très grande ouverture, Le président Fayoulou l'a déclaré haut et fort pour l'intérêt de la République. Il est prêt à rencontrer son frère Tshisekedi et quoi que ce soit pour parler du dossier du pays. Pas autre chose, il n'a pas parlé du partage du pouvoir, il n'a pas parlé de quoi que ce soit, mais qu'on parle du pays. Et je crois que c'est la plus bonne nouvelle que moi j'ai eue. Et je crois que ça sera quelque chose que l'opinion pourrait être content de voir les 2 frères, les 3, les 4, les 5, les 8 et les 10. Merci d'Éric Loukeba pour cet élément. Joseph Olenga-Koy a déclaré au sortir de cette audience que Martin Fayoulou est prêt à rencontrer Félix Tshisekedi pour discuter autour de la question sécuritaire. Joseph Olenga-Koy s'ennuie dans son bureau. Il s'ennuie? Il s'ennuie gravement dans ses bureaux. Du fait que son institution est en déphasage avec les restes de la réalité institutionnelle. C'est une institution dépassée. Elle avait été conçue et mise en place spécifiquement dans le cadre de l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Bon, Félix Tshisekedi, il a laissé là, vous savez, il entretient des gens ici par là, on laisse M. Olenga-Koy, des craintes que s'il est mis de côté, il devienne un farouche opposant. C'est simplement ça. Et alors, comme il s'ennuie dans ses bureaux, chaque fois qu'il a l'occasion de se mettre en vedette devant la caméra, il ne rate pas. Il va vous annoncer en pompe une rencontre entre Fayoulou et Félix Tshisekedi. A-t-il obtenu l'aval de Félix Tshisekedi? En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il discute avec Fayoulou. Fayoulou fait la petite ouverture pour dire, bon, je ne vois aucun inconvénient de discuter avec Félix. Lui, il annonce très vite, question de mettre Félix Tshisekedi devant un fait accompli. Mais il n'y a rien de concret là-dedans. Rien de concret. Bon, ils vont se rencontrer. C'est une rencontre de courtoisie entre Olenga-Koy et Fayoulou? Oui, mais je te le dis. Vous savez, moi, j'ai été emprisonné injustement, détenu à Makala pendant de longs mois. Les jours où j'obtiens... Olenga-Koy n'avait jamais apporté la moindre solidarité à ma personne. Lui qui est là pour amener les Congolais à des compromis, à la conciliation. Rien du tout. Quand l'arrêt de la Cour constitutionnelle est rendu, l'arrêt est déjà rendu, et que cet arrêt est dit exécutoire immédiatement, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte ses bureaux, il va voir Godin Poyi et il fait une déclaration comme quoi qu'il va venir me voir pour me rapprocher avec Godin Poyi. Me rapprocher autour de quoi? J'ai passé 5 mois là-dedans. Et là, maintenant, il y a un arrêt qui a été rendu. Je n'attends plus que l'exécution de l'arrêt. Et à l'époque, donc, l'occasion de se mettre en vedette pour lui, c'était ma petite modeste personne sur l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. Là, il n'y avait plus hein, de conciliation possible à entreprendre. Parce que là, un arrêt était rendu, on n'attendait plus que l'exécution de cet arrêt. Et moi, j'ai été strict. Hein. Moi, je ne me suis pas laissé faire comme Fayoulou qui le reçoit. Je lui ai dit, monsieur, ne mets pas le pied ici. Ne viens pas faire de la récupération sur ma modeste cause. Et il n'est jamais venu. Il n'est jamais venu. Bon, tant mieux s'ils vont se rencontrer, s'ils décident de se rencontrer. Tant mieux. On finit. À Fayoulou, de savoir manger, comme on dit toujours, avec de longues fourchettes. Hein. Ok, très bien. Alors... Avec Félix Tshisekedi. Hein? C'est sans vaseline. Hein? Sans vaseline. Sans vaseline. Maïké Moukeba Ikoso. Voilà, sans vaseline. Décision unique, selon vous, de la Cour qui a estimé bon de juger un ancien Premier ministre. Je parle de Guissé Matata Ponyomapone. C'est depuis hier. Kalouba avait dit non, je ne peux pas juger. Moi, à la Cour, je ne peux pas juger un ancien Premier ministre. Kamoulet a dit non, on peut juger. Que pensez-vous? Voyez-vous, vous parlez d'unité, l'appel à l'unité. Mais cet arrêt de la Cour constitutionnelle déchire le Congo. La même institution. L'institution des institutions. Au niveau judiciaire, le droit. Ce qu'il y a de plus fondamental pour créer le consensus entre nous, c'est d'être tous égaux devant la loi. C'est ce qu'il y a de plus fondamental, d'être tous égaux, l'égalité devant la loi. Rendez-vous compte que cette même Cour, il y a plusieurs mois, a rendu un arrêt où elle s'est déclarée incompétente, avec Kalouba à sa tête.
Au jour d'aujourd'hui, c'est Kamuleta qui est là. Kamuleta, lui, prend le contre-pied de l'autre arrêt. Cet arrêt-là a-t-il été abrogé, puisque les arrêts de la Cour constitutionnelle, comme toutes les décisions de justice à n'importe quel niveau que ce soit, font jurisprudence. Alors, la jurisprudence, elle se fondera sur quoi? Sur le précédent arrêt ou c'est l'actuel arrêt? C'est en termes de chronologie, comme cet arrêt vient en seconde position, il annule le précédent. Où allons-nous? C'est depuis hier que j'ai compris que non, Félix ne portera jamais, jamais ce pays à un avenir radieux. Je l'ai compris hier. Je n'en reviens pas. Vous êtes à l'étranger, vous l'expliquez à un tiers qui est en face de vous, à un interlocuteur, il vous dit, surtout pas un homme de droit. Il va vous poser la question, êtes-vous une république? Êtes-vous un État? La Cour constitutionnelle. Êtes-vous un État? Et si ça se passe ainsi au niveau de l'institution des institutions? La Cour de cour. La Cour de cour. Qu'en est-il au niveau de la Cour d'appel, des tribunaux de grande instance, des tribunaux de paix? Qu'en est-il, mon Dieu? Vous l'avez entendu, les chefs d'État se plaindre ici, que la justice est ceci. Et alors, la décision qui a été prise hier, comment lui l'a-t-il interprétée? L'a-t-elle interprétée? Qu'est-ce qu'il s'est dit en tant que président? Quelle image est indépendante. Quelle image? Oui, elle est indépendante, mais nous aimerions bien avoir cet avis, son avis. Elle est indépendante, lui, en tant que chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions. Nous aimerions bien avoir son avis sur ça. Sur cette rétractation grave. Gravissime. Non. J'appelle les Congolais à ne plus y croire. À croire à un nouveau Congo sans Félix Tshisekedi. Et à travailler pour la matérialisation de ce nouveau Congo sans Félix Tshisekedi. Je les appelle du fond de mon cœur. Je croyais que nous avancions. À un moment donné, je me suis toujours dit, peut-être que nous exagérons, il faut lui donner un peu de chance aussi, comme les gens nous le demandent. Mais ce qui est arrivé hier m'a cabré pour me dire qu'il faut continuer à travailler pour extirper le mal. Il n'y a pas de compromis possible, c'est un mal profond, un cancer. Il faut empêcher qu'il ne se développe de et tu fais le mal dans l'œuf. Oui. Et ça, nous devons y travailler à partir d'aujourd'hui, jusque dans l'année électorale qui est l'année prochaine. Et je crains fort que les semaines de mois qui viennent soient des mois les plus troubles pour la République démocratique du Congo. Je crains et j'appelle le monde à anticiper, à prévenir. Je crains fort. Je crains fort qu'on aille d'arbitraire à arbitraire et que les autres ne soient, eux, tenus dans la position que c'est de se défendre et que ça entraîne l'embrasement. Je crains fort pour l'avenir de mon pays. Et donc c'est une interpellation à la communauté internationale de s'impliquer davantage. Ce qui s'est passé hier, c'est un suprême déni de justice, même un déni d'humanité. Les autres n'existent pas, que notre volonté, nous décidons et nous le faisons. Suprême, je crois que c'était le dernier signal qu'il pouvait nous donner. Et je commence même à me poser des questions sur notre capacité à nous en tant qu'opposants. Je ne sais pas peut-être si les opposants vont réagir dans les heures qui viennent. J'aurais bien aimé entendre des positions assez claires et tranchées sur ce qui a été décidé à la Cour. J'appelle donc les opposants à se prononcer clairement. Je les appelle tous, je ne vais pas dire qu'il s'agit, tous à se prononcer clairement, à se dresser contre ces décisions, contre ces dénis de justice. Très grave. Mais nous nous battrons jusqu'au bout. Ça, Félix Tshisekedi peut compter sur notre détermination. Nous nous battrons jusqu'au bout. Nous avons enduré, nous avons payé des prix forts. Certains d'entre nous, ils sont restés sur le carreau. Je pense à Thérèse Deschadé, je pense à Rossi Mukendi, ils sont restés sur le carreau. C'était des compagnons de route. Moi, j'ai joué un rôle très très actif dans les manifestations du CLC de 2018. Tout le conférence de presse clandestine que vous avez vu, avec les annonces du professeur Ndaïwel et ses compagnons, c'est moi qui les ai organisés au péril de ma vie. Je prenais des journalistes qui exposaient aussi leur vie. Peter Tiani, Bienvenue Bakoumania, ils étaient là. Le temps de débarquer sur place, d'organiser dans la précipitation
rapidement la conférence et de vous disperser. Parce qu'à l'époque, ceux-là qui réunissaient ces conférences de presse clandestines pour annoncer les dates de manifestations publiques, ils étaient recherchés vivant en clandestinité. Nous avons pris ces risques-là. Vous en regrettez aujourd'hui? Non, non. Ça signifie que nous ne reculerons pas. Ça, je l'ai dit à Futi Sekedi. Et je prends date avec lui aujourd'hui. Je le lui promets, nous ne reculerons pas. Et lui, il battra en tête. Parce qu'il s'agit d'une cause liée à l'avenir des enfants du Congo. Nous croyons qu'il partageait cette cause-là. Non. C'était plutôt de jouer le double jeu. Et un jour de nous montrer ce qu'il était au fond. Tant mieux. Mais nous nous battrons jusqu'au bout. Ça, il peut compter sur notre détermination. Nous irons jusqu'au bout. Ça, il peut compter. Ouais. Honorable Mike Moukibaye, merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est à moi de vous remercier. Voilà, très bien. Au sujet, honorable Mike Moukibaye Nkosso qui a parlé avec son cœur. Apprenez ce qui est bon et puis nous allons voir ce que l'avenir nous réserve. Ne perdez pas espoir, faites les bons combats parce que le Congo, un Congo nouveau est encore possible avec des hommes de valeur que nous avons dans ce pays. Il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Il y a Denis Mukwege, il y a les Moïse Katumbi, il y a les Salomon Escadela, il y a Jules Alinguete qui est aussi un homme de valeur, même s'il n'a pas d'ambition électorale, mais au moins c'est un homme de valeur qui donne espoir à la société, des repères de la société. Tenez bon, si Dieu ne rentre pas demain ou après-demain, nous allons nous retrouver très bientôt pour un tout nouveau numéro.